Un rappel tout d'abord, ce rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte, ce quart de finale explosif entre l'Uruguay et le Brésil. Je vous le disais il y a un instant, c'est dans la nuit de dimanche à lundi à 1h GMT, évidemment en direct sur Canal Plus Sport 1 avec les commentaires de Nicolas Cougo et Samuel Lobé. Non, si vous ne distrez pas, mon cher Cédric. Non. Pour ce qui est de l'Uruguay, on prend des nouvelles de Maximiliano Araujo, le milieu gauche de la Céleste, qui est sorti sur civière dans le match contre les États-Unis. Il est mal retombé après ce duel aérien. Et donc, il souffrait à cet instant-là d'un traumatisme crânien. C'est le premier constat, en tout cas, qui a été fait. Selon les dernières infos des médias uruguayens, Araujo ne s'est pas entraîné collectivement, mais il pourrait être apte à jouer ce quart de finale contre le Brésil. On l'annonce même comme titulaire probable. Si c'était le cas, ce serait une bonne nouvelle pour la Céleste, car Maxi Araujo, Serge, s'est montré important dans le dispositif, avec déjà 2 buts à son actif dans le tournoi. Oui, c'est un joueur qui a réussi à sublimer un petit peu le jeu pratiqué par l'Uruguay depuis le début de ce tournoi. Alors, ils sont beaucoup à être bons dans cette équipe de l'Uruguay. C'est un vrai collectif. Et parfois, il y a voilà, un talent comme ça qui arrive à sortir du lot, à marquer des buts, des jolis buts en plus. Ouais. Donc ça serait important qu'il soit présent lors de ce match. Mais un petit peu à l'image de Messi, faut pas qu'il soit là juste pour être là. À 100%. Exactement, c'est-à-dire faire acte de présence, ça ne suffira pas. Alors même si le Brésil a quelques difficultés, il faudrait que l'Uruguay soit à 100%. Donc il vaudrait peut-être mieux un joueur peut-être avec un peu moins de talent, qui soit à 100%, qui puisse faire les efforts. Ouais, mais c'est le Brésil en face, donc voilà. C'est le dilemme. Ça se tente. Ça se tente, effectivement. Ça se tente à éviter peut-être le jeu aérien. Faut pas trop jouer avec ça quand même. Commotion cérébrale, c'est... Ouais, ça paraît curieux quand même qu'on annonce sa participation à ce match. Ce sont les médias uruguayens qui disent ça. Et la fédération dans tout ça, elle a quand même parlé. Elle a quand même dit que le joueur est sorti de... Alors après... Ouais, mais il ne s'est pas entraîné pour le coup, donc c'est peut-être une indication également. Notez que Manuel Ugarte aussi est incertain pour le quart de finale. Il s'est entraîné très légèrement et ressent toujours une gêne au genou. En revanche, Marcelo Bielsa pourra compter sur le vétéran Luis Suarez. Et sachez qu'il va disputer son 140e match avec la Céleste. C'est Darwin Núñez, sur cette image, qui lui a remis à l'entraînement un maillot spécial pour célébrer... C'était le 9. Il lui a pas rendu le 9. Non, 140 partidos, c'est donc 140 matchs avec la Céleste. Il aura marqué l'histoire de cette sélection, c'est une évidence. La question est de savoir s'il peut encore rendre quelques services à la Céleste alors qu'il est proche de la fin de carrière et qu'il joue avec un genou sous infiltration en permanence. Ouais, il joue quelques minutes par match en général, mais oui, il peut rendre un service si l'Uruguay est mené dans une fin de match où il serait associé à Darwin Núñez avec le besoin de menacer un adversaire qui forcément va avoir plus de crainte quand il voit rentrer Suarez qu'un autre. Mais c'est vrai que là, il est vraiment un petit peu en bout de course. Ouais. Et surtout, son genou fait que... Bon. Il marque plus depuis 2022 en sélection. Hein. Ouais. Il est un petit peu... Là, ce qu'on voit, ce sont des images d'archives, bien évidemment, vous l'avez compris. Oui, il avait 22 ans. Il y avait Enzo Francescoli. Sa dernière grande saison, c'est l'année de la Coupe du Monde en sélection nationale. Donc ça commence à remonter. Fait peut-être toujours un petit peu peur à l'adversaire, sauf que là, c'est le Brésil. Et alors le Brésil, la sélection brésilienne, on rappelle la suspension de Vinicius Junior pour ce choc face à l'Uruguay. La star du Real est donc suspendue après un 2e carton jaune contre la Colombie. Vous le revoyez, ce carton jaune un peu bête d'ailleurs sur James Rodriguez. Vous l'avez compris, c'est une suspension donc. Oui, c'est un peu idiot, non? Oui, bon, enfin, il fait complètement exprès, donc il est complètement logique, le carton. Il est limite. C'est idiot de faire ce geste-là, oui. Absolument. Aujourd'hui, en tout cas, la question se pose de savoir comment jouer sans lui, avec quelle animation offensive, et la probabilité serait de faire rentrer le jeune Savio à sa place, ou pas exactement à sa place, puisque Rafinha resterait à droite, et Savio se positionnerait à la gauche de l'attaque brésilienne. Est-ce que cette option vous semble cohérente, Cédric? Les deux joueurs ont eu du temps de jeu. Savio a marqué. Rafinha... Mais à la place de Rafinha. Oui, Savio a marqué, Rafinha a marqué. Donc ce sont des joueurs qui sont dans les 12, 13, 14 joueurs qui peuvent démarrer un match. Donc je pense que l'animation, il ne faut pas tout révolutionner parce que Vinicius n'est pas là. Alors il n'y aura peut-être pas le même rendu. Ouais. Mais après il y a Martinelli, il y a d'autres joueurs. Je pense qu'offensivement il y a du talent. Il y a Henrik aussi. Voilà, moi je suis plus inquiet de la maturité et tactiquement.
petit peu ce qu'ils sont capables de faire que des talents individuels. Mettre le danger, ils y arriveront toujours. Et puis quand on voit voilà, comment Vinicius se fait avertir, on se dit que bon, il n'a peut-être pas encore la maturité pour être le leader d'un Brésil qui gagne des compétitions internationales. Ouais. Donc pour moi, le problème du Brésil actuel, c'est pas forcément l'absence de Vinicius, mais c'est plus l'impression collective, la force qui se dégage ou qui se dégage pas d'ailleurs du collectif brésilien. Effectivement, qu'est-ce que vous en pensez, Serge? Martinelli, Hendrick plutôt qu'un Savio, qu'est-ce que vous feriez à la place de Rivas Junior? C'est peut-être un mal pour un bien. Comme l'a dit Cédric, hein, aujourd'hui on sent un petit peu que collectivement cette équipe elle est limitée. La seule force réelle à laquelle on pense directement, c'est Vinicius. C'est le seul qui fait des différences, c'est le seul capable de voilà, c'est la seule évidence. Donc peut-être que justement en se focalisant peut-être sur le collectif avec des joueurs qui ont de la qualité aussi, hein, comme Martinelli, comme Hendrick, peut-être qu'on aura plus tendance à travailler ensemble plutôt que de se remettre à la qualité seule de Vinicius. Ça se décrète pas en 2-3 jours. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais après, voilà, son absence aura forcément un impact sur cette équipe, puisque bon, on connaît son niveau actuel et ce qu'il peut apporter à son équipe, à ce Brésil. Donc ça va être compliqué. Mais ce sera dans un match qui pourrait ressembler à une finale potentielle de cette compétition. Voilà pour cette édition de Copa News. On en revient désormais à l'actualité de la nuit à venir. Et cette nuit, place au deuxième quart. Et oui, mon cher Cédric. Et oui, beaucoup de café. On sera là. C'est ça. Celui qui va opposer le Venezuela au Canada. Rendez-vous 1h GMT sur Canal Plus Sport. Romain Grimaud, Cédric Canté aux commentaires. Ce match se joue dans le Texas, dans le stade AT&T de la ville d'Arlington. C'est pas très loin de Dallas. Ce stade est d'ailleurs celui des Cowboys de Dallas, de la célèbre équipe de football américain. Et on s'intéresse à cette équipe du Venezuela pour débuter. Un parcours presque parfait pour la Vinotinto. 3 matchs, 3 victoires contre l'Équateur, le Mexique et puis la Jamaïque. C'est la première fois que le carton plein est réalisé par cette équipe du Venezuela dans la Copa América. Est-ce que c'est l'une des plus grosses surprises de cette phase de groupe? Oh oui, à ce point-là, oui. Même si c'était le groupe le plus abordable, parce qu'il y avait un favori logique qui n'était pas une grosse équipe, le Mexique qui a sauté le passage d'ailleurs, qui est passé à la trappe. Assez relativement logiquement, même si ça s'est joué de peu contre l'Équateur. Et donc l'affirmation du Venezuela, oui, est quand même une bonne surprise. C'est une équipe qui a beaucoup progressé depuis de nombreuses années. Avant, c'était avec la Bolivie, il y avait match, quoi. C'était Venezuela-Bolivie pour être dernier des 10 nations sud-américaines. Là, ça fait quand même quelques années que le Venezuela, et là, à l'heure actuelle, ils sont quand même 4e de la course à la Coupe du Monde. Oui. 4e sur la zone âme-sud. Devant le Brésil. C'est respectable. Bon, ça veut dire qu'il y a une vraie dynamique. Elle est respectable, cette équipe. Il y a une vraie dynamique, la Vinotinto. Ouais. Il y a une dynamique, mais on se souvient que, par exemple, sur le premier match, ils ont bénéficié de l'exclusion d'Ener Valencia très tôt dans la rencontre. Mon cher. Ça compte, mais voilà, ça peut aussi changer le regard qu'on peut avoir sur leur carton plein. Certes, c'est clair que ce match-là, en particulier, il bénéficie de ce fait important. Ouais. Mais derrière, ils vont quand même chercher les succès qu'il faut pour arriver à faire un 100% dans le groupe. C'est pas le fait du hasard. Et puis il y avait eu un coaching, un super coaching aussi en deuxième période dans ce premier match avec les entrants qui ont Équateur, voilà, avec des entrants qui avaient marqué, et donc ça veut dire que c'est aussi une équipe avec un coach qui réfléchit, où il y a une force collective. On en a parlé tout à l'heure. Mais il fallait un peu de chance dans un groupe assez, hormis la Jamaïque, c'était un groupe où tout le monde était un peu du même niveau. Une équipe avec un coach et avec une légende. Et une légende. Une légende. Voilà. Salomon Rondon, qui, s'il joue cette nuit, va devenir le joueur vénézuélien avec le plus d'apparitions dans l'histoire de la Copa América. Il en sera à 21. Et il passera devant Juan Arango, qui a joué, lui, de 99 à 2015. On va